Mesdames, Messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. C'est une fois encore un grand plaisir pour nous de savoir que vous avez pris le rendez-vous de cette émission. C'est une émission spéciale, mais cette fois-ci qui va débattre d'une question d'actualité, une question d'actualité sur le plan international. Oui, vous le savez, la guerre la guerre entre Israël et l'Iran. Et nous allons en parler sur cette émission que nous vous proposons. Le thème, c'est bien, guerre Israël-Iran. Quelles répercussions sur le monde? Pour en parler, nous avons invité pour vous dans ce studio un spécialiste des questions de géostratégie, oui, Monsieur Egel Guérand, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, vous êtes journaliste politique, vous êtes consultant en gestion des crises et géostratégie. Vous avez accepté répondre à nos questions par rapport à la guerre Israël-Iran pour essayer de nous amener à comprendre les répercussions sur le monde. Ma première question sera comme un cheveu sur la soupe, comme on le dit. Et qui a gagné la guerre des 12 jours, M. Guérin? Écoutez, cette guerre, il n'y a ni vainqueur ni gagnant. Et l'Israël ne peut pas gagner cette guerre. L'Iran non plus, ça ne l'arrange pas parce que l'Iran est dans une position économique sous sanction très difficile. Le pays le plus sanctionné du monde aujourd'hui, enfin l'un des pays les plus sanctionnés du monde. Et donc l'objectif visé, enfin le prétexte avancé pour cette guerre nous amène à dire qu'il n'y a pas eu de gagnant, surtout en ce qui concerne l'Israël qui a déclenché cette malheureuse guerre sous le prétexte que c'est une guerre préventive parce que l'Iran serait en train de développer la bombe atomique comme si l'Iran n'avait pas le droit. C'est là la question. Comme si l'Iran n'avait pas le droit. Et quand vous prenez les deux pays, l'Iran, l'Israël, l'Iran respecte beaucoup plus le droit international, beaucoup plus les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que l'Iran a quand même signé le traité de non-prolifération des armes. L'Israël ne l'a pas signé. L'Israël se fout pas mal de toutes les résolutions des Nations Unies. Et pourtant, elle se prévaut le droit d'aller attaquer une nation souveraine sous prétexte qu'elle serait en train de développer la bombe atomique et qu'elle serait une menace pour elle. Et ce narratif devait être déconstruit totalement à partir du moment où vous n'avez pas le droit, s'il vous plaît, de penser seulement que votre voisin constitue un danger pour vous et vous l'attaquez. Ça n'a aucun sens. Il faut que cela cesse. Et ce qui s'est passé a ouvert une boîte de Pandore parce que là maintenant, tous les pays vont vouloir avoir la bombe atomique. Ah oui? Qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire pour l'Israël? Avant d'aller à cette boîte de Pandore, pouvez-vous nous rappeler les causes de cette escalade violente et mortifère? Qu'est-ce qui nous amène là? Ça, c'est une question très, très, très intéressante. L'Iran constitue aujourd'hui, le peuple d'Iran constitue aujourd'hui le peuple le plus intellectuel, le plus scientifique du Proche-Orient. Quand l'Iran sera, les sanctions ne vont plus s'abattre sur l'Iran et que l'Iran va dérouler vraiment son programme scientifique, intellectuel, culturel, l'Iran va ravir la vedette à l'Israël, à l'Arabie saoudite en matière du positionnement économique et du développement de la sous-région. Et donc, vous allez constater même qu'après l'attaque de l'Iran sur une base des Américains au Qatar, l'Arabie saoudite se lève pour dire qu'elle est illégale et qu'elle ne se justifie pas cette attaque-là. Mais l'attaque d'Israël contre l'Iran se justifie. Ça, c'est une aberration. Même si l'Iran a prévenu les États-Unis avant de faire cette attaque pour éviter des morts d'hommes. Et c'est une guerre sans fin. La source est d'abord palestinienne, la question palestinienne. Et c'est là encore une autre injustice, comme si la Palestine n'a pas le droit d'être un État. Et nous avions entendu clairement, le Premier ministre Benjamin Netanyahu dit clairement que
il n'y aura jamais un État palestinien. Mais s'il n'y a pas un État palestinien, la raison d'existence de l'État sioniste, l'État du pouvoir politique israélien, va tenir. Parce qu'il y a un État palestinien, il n'y aura plus de guerre. Parce qu'un État ne peut pas se comporter comme ça. Un État ne peut pas se comporter de façon crapuleuse, en tuant, en trucidant des dirigeants d'un autre pays et s'en réjouir. Ce n'est pas possible. Et donc, les causes de cette guerre sont lointaines parce que l'Iran et l'Israël estiment que c'est l'Iran qui soutient le Hamas. D'accord. C'est un faux problème. Lorsqu'on sait que sous injonction des États-Unis, le Qatar finance le Hamas. Le Qatar paye les dirigeants du Hamas. Parce qu'en fait, je vais vous dire, et même l'Israël, parce que si le Hamas... Il y a des preuves que mais bien sûr, bien sûr. Il y a eu des enquêtes. Bien sûr, l'existence du Hamas arrange bien sûr l'État, enfin cet État-là, ces gouvernants-là aujourd'hui que nous avions en Israël, simplement parce que si le Hamas n'existe pas, l'OLP a sa position claire, nous voulons être État. Alors si l'OLP seul se constitue, enfin, si l'État palestinien arrivait à exister, quelles seraient les raisons d'existence d'une guerre que veut tout le temps l'État sioniste? Il n'y aurait plus. Et donc, d'abord, la question de l'Iran et de la Palestine constitue une question de politique interne pour Benjamin Netanyahou. C'est une question d'abord de politique interne. Pourquoi? C'est parce que même hier déjà, la Cour suprême a voulu l'écouter sur les nombreuses corruptions, faits de corruption et de mauvaise gestion dont il est accusé aujourd'hui. Et il a demandé qu'il fallait attendre un peu parce que le pays est en guerre, le pays est en train de régler une crise essentielle. Alors, cela dit, l'Israël estime que l'ennemi, le mal, le Léviathan pour l'Israël aujourd'hui, c'est l'Iran. Alors, depuis toujours, on n'a jamais vu encore une menace réelle. Il y a un mois environ... Vous avez parlé de causes lointaines. Oui, causes lointaines, c'est-à-dire que c'est d'abord la cause palestinienne. Oui. Parce que l'Iran soutient évidemment un État palestinien. D'accord. Il faut un État palestinien dans la zone pour avoir la paix. Et vous constatez que sur les 22 ou 23 États arabes de la zone, y compris même les pays arabes africains, il y a 22 qui sont sous la domination américaine. Absolument. Le seul qui a une politique, une idéologie indépendante, c'est l'Algérie. Absolument. Et donc tout le reste envie l'Iran. Ils savent que si l'Iran se développait, l'Iran va leur ravir la vedette, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sera pratiquement la première puissance avec son pétrole sur l'un des pays rares, pratiquement le seul, sur lequel on n'a pas mis, et les États-Unis n'ont pas la même mise sur son pétrole, c'est l'Iran aujourd'hui. Et on veut, vous vous souvenez des deux guerres contre l'Irak, pour nous dire que Saddam Hussein était en train de développer des armes à destruction massive. Finalement, il n'en avait rien du tout. On a vu cette supercherie-là et on a donc tué, déstabilisé l'Irak aujourd'hui. L'Irak est dans un bazar total. Et donc voilà la cause fondamentale lointaine donc, de cette guerre-là. Et aujourd'hui, on constate que l'Israël, pour avoir une raison d'existence, ça c'est plutôt politique et pratiquement personnel à Netanyahou, qui estime qu'en déclenchant cette guerre, il se mettait au pouvoir. Absolument, comme je viens de le rappeler. Et c'est parce que, en réalité, je vais vous dire, l'Iran, de quoi l'accuse-t-on? De développer la bombe atomique. Alors qu'il y a un mois à peine, la patronne de la sécurité du renseignement américain, Tulsi Gabbard, a établi sous serment auprès du Sénat américain qu'à l'heure actuelle, il y a un mois, à l'heure actuelle, l'Iran n'a pas de capacité de nuisance nucléaire. Impossible. Quelques mois après, la patronne de la CIA a dit la même chose, ainsi que les responsables de l'Agence internationale du nucléaire, un organisme qui dépend des Nations Unies. Donc, il n'y a pas donc de raison aujourd'hui que d'un mois à aujourd'hui, l'Iran a déjà cette capacité de nuisance nucléaire. Et même si, je vais vous dire, même si l'Iran avait la bombe atomique, il ne pourrait en aucun cas et jamais oser attaquer l'Israël ou bien un autre pays avec la bombe atomique.
depuis que plusieurs pays aujourd'hui, après les États-Unis, ont la bombe atomique, oui. Quel pays a déjà utilisé la bombe atomique à part les États-Unis? Ce sont les seuls. Oui. Et on n'a plus jamais vu. Bon, voilà un peu le mensonge que cette guerre, dont on entoure cette guerre, et on soutient une guerre sauvage, on tue des enfants, on tue des civils, et pour brandir que l'État d'Israël a le droit de se défendre, comme si l'Iran n'a pas le droit de se défendre, ou comme si la Palestine n'a pas le droit de se défendre. Monsieur Guéret, est-ce que l'Iran possède-t-il réellement une bombe nucléaire? Et je sais que l'Iran a poussé un peu jusqu'à au moins à 60% d'enrichissement en matière nucléaire. Mais 60%, pour faire vraiment de dégâts, il faut au moins 90% d'enrichissement du nucléaire. Et les frappes des 3 sites des Américains est quand même une preuve pour nous dire que l'Iran n'en a pas. Ah oui? Quand vous frappez, oui. où il y a deux hypothèses, où les États-Unis n'ont pas réussi à vraiment atteindre, selon l'épaisseur des murs, l'épaisseur des murs qui protègent donc les installations nucléaires de l'Iran, peut-être que les bombes n'ont pas atteint, mais je ne crois pas que les États-Unis ont cette capacité d'atteindre même jusqu'à 20, 35, 50 épaisseurs. Ils ont ces bombes-là, vous comprenez. Alors, je voudrais dire, si c'est le cas, quand vous tapez, vous détruisez une installation nucléaire, il n'y a pas eu de radioactivité dans l'air en Iran. Sinon, le gouvernement iranien aurait dit, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore cette capacité de nuisance. C'est factice. C'est un faux problème. C'est un prétexte pour attaquer, pour vous basez sur le résultat des frappes. Absolument. Puisque les responsables sécuritaires américains l'ont dit que l'Iran n'a pas encore cette capacité il y a 1 mois seulement. Les responsables de l'Agence internationale du nucléaire l'ont dit également. On ne peut que se fier à eux. Et pourquoi alors les USA sont intervenus dans cette guerre-là? Trump joue-t-il le rôle, je ne sais pas, un rôle trouble, si absolument, je peux le dire? Oui, on peut le dire ainsi parce que Trump a été poussé à bout. Est-ce que d'abord vous avez compris pourquoi alors les USA ont frappé oui, bien sûr. Je vais vous expliquer brièvement. Trump, d'abord, c'est un pacifique. Un homme d'affaires, il n'a pas envie de faire la guerre, il n'aime pas le sang, il ne veut pas faire la guerre. Et il a fait campagne sur cette base-là. Je vais mettre fin à une guerre sempiternelle dans le Proche-Orient. Vous vous souvenez, peu avant son départ, au cours de son premier mandat, Donald Trump a quand même réussi ce que personne n'a jamais réussi en réussissant l'accord d'Abraham pour dire à tous les pays arabes, entendez-vous avec l'Israël. Aujourd'hui, même l'Iran, aujourd'hui, ne peut pas se permettre de dire que l'État israélien n'existe pas. Ça, c'est un faux problème. C'est fini. Ce débat est terminé. Et donc, le problème de l'existence, la reconnaissance de l'État d'Israël n'est plus un problème aujourd'hui. Les seuls qui n'ont pas signé l'accord d'Abraham, c'est l'Arabie Saoudite qui a dit il faut d'abord un État palestinien, sinon je ne signe pas. Bon, c'est vrai que MBS, le prince héritier saoudien, est en train de prendre son indépendance aujourd'hui en faisant d'autres alliances avec les BRICS aujourd'hui, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Donc le monde change, la multipolarité est bien engagée. Et donc, en dehors de ça, il y a des lobbies de pression, des lobbies pro-israéliens aux États-Unis et même partout dans le monde, surtout les pays occidentaux, et donc qui sont partout dans le système de l'appareil d'État, qui font pression. D'abord, vous avez le lobby juif, qui est très puissant aux États-Unis, qui a fait pression. Ensuite, il y a aussi le lobby évangéliste. C'est là la situation un peu amphigorique, idéologique et religieuse. C'est-à-dire qu'ils estiment que l'Israël est un État divin, et c'est Dieu qui a créé le peuple élu, donc tout lui est permis. Entre nous. J'ai un ami rabbin, encore que tous les rabbins ne sont pas d'accord avec cette hypothèse, et qui me dit, mais écoute, quand j'écoute les chrétiens qui sont enfumés par un ignorantisme ahurissant, par le dogmatisme,
le fanatisme à la limite, et qui estiment que oui, il faut que tous les Juifs reviennent sur leur terre avant que le Christ ne vienne. Mais ces Juifs ne reconnaissent pas Jésus, leur Jésus, comme le Messie. Pour eux, ils attendent le Messie. Vous comprenez? Tout à fait. C'est une aberration totale. Totale. C'est du jurantisme. Et donc, ces groupes-là, vous comprenez bien que Trump a absolument le soutien de près de 80% des évangélistes aux États-Unis. Ceux-là ont fait pression. Et si Trump ne frappait pas uniquement, vous avez constaté que Trump a frappé uniquement les bases estimées où le nucléaire était développé, iranienne, la guerre allait continuer. L'Iran n'allait pas s'arrêter. Et si l'Iran ne s'arrête pas, c'est en était fini pour l'Israël. L'Iran ne pouvait pas gagner cette guerre. C'est impossible. Vous voyez, l'Iran, vous prenez l'Iran, l'Iran a plus de 90 millions d'habitants. Sur une superficie de plus d'1,6 million km². L'Israël, 22 500 km² seulement, avec une population de moins de 10 millions environ. Comprenez. Alors là, quand vous voulez gagner vraiment une guerre, il faut avoir une population. Je me rappelle d'une anecdote que je vais vous raconter rapidement entre l'ancien président soviétique Khrouchtchev et l'ancien président chinois Zedong. Et Khrouchtchev a menacé Zedong de lui balancer une bombe atomique. Et Zedong dit, mais très bien, mais c'est formidable. Vous pouvez balancer une bombe nucléaire, vous allez raser 300 millions environ chinois. Mais quand je vais lancer la mienne là, je rase toute l'URSS. Parce qu'à l'époque, l'URSS faisait 400 et un peu moins de 500 millions d'habitants. L'URSS grande, vous comprenez, ça va raser. Donc aujourd'hui, il est clair qu'aucun pays ne veut engager une guerre nucléaire. Vous lancez une bombe atomique sur un pays, le pays aussi vous en lance, ou bien tous les autres pays même qui en ont ne vont pas vous laisser faire. Sinon, il y aurait déjà une guerre nucléaire qui va embraser tout le monde depuis très longtemps. Donc tout le monde a peur. Avec ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, tout le monde a peur de la bombe nucléaire. Et donc, ils ont vu les résultats, d'une bombe nucléaire. Aujourd'hui, il y a tous les spécialistes, et les États-Unis, et même les Israéliens, la jeunesse israélienne est debout aujourd'hui pour dire ça suffit, on ne veut plus la guerre. Et ce que Benjamin Netanyahou est si grave, parce qu'il a consolidé le pouvoir iranien aujourd'hui qui était exsangue, le pouvoir iranien qui était en difficulté. Nous, spécialistes, on se disait, quand est-ce que cela allait arriver? Le pouvoir allait changer. Ça, c'était inévitable. Mais qu'est-ce qu'on a vu hier? Des centaines de milliers sont sortis pour soutenir le pouvoir. Ça veut dire en réalité, quand même il disait au peuple iranien, sortez, changez, c'est faux, ils ne voulaient pas ce changement-là. Parce que tout changement qui allait venir, en tout cas pour ce que nous savions, allait d'abord balayer l'État islamique, parce que la spécificité du peuple iranien, c'est un peuple perse qui a 2500 000 ans de civilisation, qui, par la force des choses, de l'histoire, a été islamisé, est devenu ce qu'elle est devenue. Mais ils ont toujours cette chose perse aujourd'hui en eux qui pense autrement. C'est un grand peuple, et un peuple très nationaliste qui s'attache à son pays, à cette terre. Et donc, le changement était visible parce que les gens aujourd'hui, quand vous donnez $500 à un jeune aujourd'hui, iranien, c'est comment quitter l'Iran. Rapidement l'Iran. Parce que toutes les structures étatiques, sociétales et sociales sont détruites aujourd'hui en Iran. Tellement. Et donc, le changement était prévisible. Maintenant, avec ce qui s'est passé, nous pensons que ça va mettre un peu de retard avant d'arriver. Guerre Israël-Iran. Monsieur Guérin, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est le mécontentement de ceux qui pensent que l'Israël n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. De ceux qui pensent que l'Israël a violé tous les principes de la Charte des Nations Unies. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, qui va encore respecter les Nations Unies? Personne. Personne ne respectera plus les Nations Unies. Les Nations Unies, je vous le dis, qui viennent de fêter ses 80 ans hier seulement, est appelée à se remodeler. Qu'elle n'a pas joué son rôle pour éviter cette guerre? Mais elle n'a jamais joué son rôle. L'Israël n'a jamais respecté aucune résolution des Nations Unies. Champion. Aucune résolution des Nations Unies. Comment l'ONU
peut se permettre de laisser, même si elle ne peut rien faire contre les États-Unis, peut se laisser un pays qui ne respecte pas ces résolutions, un pays qui n'a pas signé le traité de non-prolifération des armes, attaquer un pays qui a tout le temps, l'Iran a tout le temps respecté. Je vais vous dire, avant le pouvoir révolutionnaire islamique actuel, les ayatollahs, en 1979, il y avait le Shah, c'est-à-dire le monarque iranien, qui avait commencé par développer la bombe atomique, l'arme nucléaire, avec l'aide des États-Unis. Pendant ce temps, les Français étaient en train d'aider l'Irak à construire aussi une arme nucléaire, et l'Israël est allé détruire cette installation. Quand les islamistes sont arrivés en Iran, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont estimé que la bombe atomique n'était pas conforme à leur aspiration religieuse. Il fallait l'abandonner. Et ils l'ont abandonné. Ils ont détruit ce qui était existant même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les sanctions ont fusé sur eux, tout le temps. Ils étaient la cible. Qu'est-ce qu'il fallait? Quand vous êtes dos au mur, vous pensez à comment vous réorganiser, vous défendre. Oui, donc l'Iran est dans une situation défensive. Et d'ailleurs, la bombe atomique, elle est dissuasive. Ah oui? Elle est dissuasive. Je regrette, comme en tant qu'Africain, que Nelson Mandela nous en a dépossédés parce qu'elle a été enfumée par l'idéologie pacifiste des Occidentaux et nous en a dépossédés parce que l'Afrique du Sud avait la bombe atomique. Ah oui? Ah puis bien sûr, c'est une arme de dissuasion. Vous avez vu, sans même cela, ce que le président Ramaphosa a pu faire. L'Afrique du Sud a quand même pu, historiquement, porter plainte contre Netanyahou au niveau de la CPI. Et ça a été reçu. On lui en veut pour ça aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'en fait que la situation aujourd'hui est l'effarement, la sidération. Le monde va changer. Et il y a deux puissances qui sont en train de se curer les dents aujourd'hui. C'est la Chine et la Russie. Dans quel sens le monde va changer quand vous en parlez comme ça? C'est là où c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un pourra dire un mot? Bien sûr, quelqu'un pourra dire un mot à la Chine si elle envahissait le Taïwan. Parce qu'il suffit que la Chine dise, je sens que le Taïwan sera un danger pour moi. Il faut y aller. Comme la Russie également l'a fait en Ukraine. De quoi accuse-t-on Poutine? De quoi accuse-t-on Poutine? C'est pratiquement la même chose. Pourtant, les pays, tous les pays de l'OTAN ont soutenu l'Ukraine contre la Russie. Pourquoi l'ONU, pourquoi les pays ne vont pas soutenir l'Iran contre l'Israël? C'est une injustice flagrante. Et aujourd'hui, la situation globale est inévitable de notre planète aujourd'hui parce que notre planète est en train d'être spiritualisée. Les réponses, je dis bien les réponses aux problèmes, aux défis mondiaux aujourd'hui seront beaucoup plus spirituelles. Il n'y a rien à faire. Ça, oui. Personne ne peut. Vous le dites comme ça. Mais bien sûr, et ils l'ont su, ces politiciens. Parce qu'en fait, quand il y a guerre... Qu'est-ce qui nous a conduit là? Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est positif ou bien? Mais pas du tout, pas du tout. On ne peut pas accepter des massacres de vie civile des enfants, surtout ce qui se passe en Palestine. C'est là où j'en viens pour dire, aucun Dieu ne peut accepter ça, c'est pas possible. C'est faux, pas du tout. Et d'ailleurs, quand il y a guerre, il y a des causes occultes, vous le savez très bien, il y a du sang qui coule. Et on sait ce que le sang vaut pour ceux qui nous dirigent là, pour ces sociétés secrètes qui gouvernent aujourd'hui le monde. Et quels sont alors les atouts dont dispose l'ONU aujourd'hui, M. Guérin, pour une paix durable? Est-ce que l'ONU en dispose d'ailleurs? Aucun. Rien. C'est pourquoi l'ONU, le temps va disparaître. Ah oui? Bien sûr, ça ne peut pas continuer. On sait que souvent, quand vous n'êtes plus, vous dites des choses qui surviennent, qui arrivent. Absolument. Pourquoi l'ONU a été créée? Êtes-vous en train de prédire l'avenir de l'ONU? Mais bien sûr, l'ONU va disparaître. Ça va de soi. Pourquoi l'ONU a été créée? Le but pour lequel l'ONU a été créée, c'est pour la paix dans le monde. Pour la paix, pour sauvegarder la souveraineté, devant la souveraineté des nations, pour qu'il n'y ait plus jamais eu ce qu'il y a eu en 1939, pour que la terreur, qu'il n'y ait plus jamais ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Qui vous souviennent, qu'en 1980, dans les années 90,
Sans mandat des Nations Unies, l'OTAN a décimé, a pilonné pendant 79 jours la Yougoslavie. Sans mandat des Nations Unies. Pareil en Irak. Pareil en Afghanistan. Sous c'est vrai, c'est une résolution faite à la va-vite. Ils ont fait le bazar en Libye et les conséquences, nous les subissons aujourd'hui avec le djihadisme qui sévit aujourd'hui. La Libye est devenue aujourd'hui une armerie à ciel ouvert. Donc le monde ne peut pas continuer à vivre sous le plus fort. Et depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine... Est-ce qu'il y a encore réellement un plus fort c'est ce que je dis. Les choses sont en train de changer vous l'avez dit, à cause de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. A changé. Et Donald Trump aussi a acté. C'est là où j'aimerais pour dire, l'ONU ne peut rien, mais les puissances aujourd'hui peuvent arranger la situation. Pourquoi? Je vous l'explique rapidement. Sans les États-Unis, l'Israël ne peut pas se défendre. Impossible. Les 70% du système défensif, du fameux dôme de fer israélien, oui. C'est les États-Unis qui l'ont conçu. Pour preuve, il y a 1 an, l'Iran avait sérieusement éprouvé ce dôme de fer. Pourquoi? Lorsque l'Israël avait attaqué certaines installations, et même, vous vous souvenez, attaqué une ambassade d'un pays dans un autre pays. C'est-à-dire l'Israël avait bombardé l'ambassade de l'Iran en Syrie. C'est quand même ahurissant. Et personne n'a rien dit. L'Israël devait riposter. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça les enjeux, ou les jeux politiques, les dessous des cartes. Les dessous des cartes. Pour éviter de faire des morts d'hommes, surtout des Américains, l'Iran a prévenu les Américains qu'il allait frapper. Et quand l'Iran a lancé plus de 300 missiles sur l'Iran, les États-Unis, c'est-à-dire la base, les bâtiments de guerre des États-Unis dans la région, ont intercepté 44%. Wow. Vous comprenez? L'Israël même a intercepté 46%. Il reste à peine. Et puis, les autres, ce sont les autres pays arabes, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, ceux qui ont été le reste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire techniquement que si les États-Unis n'étaient pas là, l'Israël ne pourrait intercepter que 46%. Et le reste, ça allait tomber sur l'Israël. Il ne peut pas tenir avec cette population. Ce n'est pas possible. Ça fait 1. Et donc, après, ce dôme de fer est suffisamment éprouvé. Et quand cette attaque a eu lieu, c'est là où les États-Unis étaient obligés d'intervenir pour sauver l'Israël. La preuve, pendant des jours, l'Israël n'a pas pu détruire ces installations. Pendant des jours, ils n'ont pas pu. Ils ont supplié, ils ont mis... Vous constatez que, vous vous souvenez, Trump était en plein sommet du G7. Quand il a débarqué, quand il a quitté le sommet, Macron avait me fait une blague et il lui a rétorqué ça rapidement parce qu'il était très nerveux. Parce que des choses se passaient au Pentagone. Vous savez, les États-Unis, c'est un pays de pouvoir polycentrique. Il y a plusieurs centres de pouvoir aux États-Unis. Et donc, parfois, les choses peuvent échapper. Un président des États-Unis n'est pas aussi puissant qu'un chef d'État africain. Pas du tout. Donc, il y a des lobbies, comme je vous ai dit, qui sont très influents dans le système d'État, dans le système de gouvernance américain. Donc, les choses étaient en train d'échapper à Trump. Les choses sont en train d'être décidées au Pentagone parce que ce lobby juif est partout. C'est une tentacule. Comprenez. Donc Trump était obligé d'agir et qu'est-ce qu'il a fait? Il a bombardé juste les 3 zones, dit terminer la guerre, terminer. Et depuis, il n'y a plus rien. Non, rien depuis. Donc je pense qu'on observe, oui, il n'y aura pas, il y aura rien. Tout le monde a besoin de cette paix, et surtout l'Israël aujourd'hui. Et le contraire s'est passé. Plutôt, il y a eu des manifestations populaires pour décrier la gestion de Benjamin Netanyahu. C'est ça qui a donné la force à la Cour suprême hier de redemander à écouter Benjamin Netanyahu, qui est l'un des premiers ministres les plus, qui a le plus de longévité, du 6e mandat, 17 ans de pouvoir, ainsi de suite. Et puis, on dirait que son parti politique, c'est le poste de Premier ministre. Parlons un peu des répercussions de cette guerre sur le monde, même si vous en avez déjà abordé par rapport au rapport de force, où il n'y aura plus forcément le plus fort, mais oui, c'est vrai, vous n'êtes pas économiste, mais parlons peut-être des rapports politiques, des répercussions politiques sur le monde.
est-ce que dans ces genres de guerre, c'est l'occasion, par exemple, pour des pays africains, des présidents africains, d'adopter une position où ils n'ont rien à foutre dans ces guerres-là. On a donc appris ce matin, par exemple, que certains se sont servis de l'IA pour montrer dans la ville de Dakar une population qui est scandant des slogans et puis soutenant l'Iran, donc en brandissant le drapeau de l'Iran. Et donc c'était faux parce que c'était l'IA, l'intelligence artificielle qui a été utilisée. Je vous pose la question comme ça. Est-ce que l'Afrique ou les présidents africains peuvent prendre position dans ces genres de conflits? Bien sûr, il peut prendre position. L'Afrique du Sud l'a fait, le Sénégal également l'a fait. Même s'il n'y a pas eu cette manifestation populaire dont vous parlez. La question n'est pas être musulman ou pas. La question n'est même pas de soutenir l'État iranien. Je ne soutiens pas l'État iranien, pas du tout. Mais je soutiens le peuple iranien qui n'a pas demandé cette guerre, qui ne mérite pas ce qui arrive, qui a le droit de vivre comme les Israéliens également le droit de vivre. Vous comprenez? C'est injuste. Quand vous, et c'est ça vous priorisez la vie humaine. La vie humaine. Quand vous mettez, vous entendez, vous mettez une institution en place pour servir d'arbitre, de médiateur, comme l'ONU, il faut la respecter. Absolument. Et vous ne la respectez pas. L'Israël ne la respecte pas. Et puis, ça va. L'Israël ne la respecte pas. L'Israël va jusqu'à décréter persona non grata le secrétaire général des Nations Unies. Vous comprenez, sur son territoire. C'est quand même très grave, personne ne lui a rien dit. Donc ces choses vont changer. Il y a des répercussions internes d'abord. D'abord en Iran, le pouvoir a une bouffée d'oxygène parce qu'elle était moribond. Le pouvoir, la révolution islamique était moribond. D'ailleurs, l'autorité était très fatigué déjà et préparait déjà sa succession. Ça va prendre encore un peu de temps. Et quand on nous dit que les scientifiques iraniens ont été tués, tout ça, et qu'il y a eu tout le système nucléaire iranien a été détruit, je ne crois pas du tout. Pas du tout, je ne crois pas, comme je l'ai démontré tout à l'heure, mais plutôt en Israël. Il y a eu beaucoup plus de dégâts. Et Trump l'a dit d'ailleurs, il a félicité le peuple iranien pour son courage de se défendre. Parce qu'ils savent que ça a eu le rapporter qu'il y a eu beaucoup de dégâts que les télévisions officielles n'ont pas montré. Pas du tout. Mais il y a eu beaucoup de dégâts. Des bâtiments administratifs israéliens ont été touchés. Beaucoup de choses se sont passées. Parce que l'Iran développait depuis des années. Quand vous mettez un pays sous sanction, vous ne la visitez pas trop. Voilà ce qui se passe comme en Corée du Nord, en Russie, et ainsi de suite, en Inde également. L'Iran a eu le temps de développer des missiles supersoniques aujourd'hui. Et qui dévastent sérieusement, parce que ce sont des missiles qui ne vont pas de façon horizontale, mais de façon verticale vers le haut, et qui tombent sur le bâtiment. Lorsque la géolocalisation est programmée, le missile tombe sur le bâtiment et rien n'en reste. C'est désastreux ce qui s'est passé. Et les Israéliens n'ont pas envie de voir ça. Ils sont descendus dans les rues, ils ont marché contre l'État sioniste de Netanyahou. Donc les choses vont bouger également là, parce que quand la guerre s'arrête, Netanyahou perdra son pouvoir. Même il y a un an, le président Biden avait invité le chef de l'opposition israélien, Benny Gantz, à Washington. Ça ne se fait pas imaginer que Macron invite M. Yahi à l'Élysée. Oui. C'est pas bon, ça ne se fait pas diplomatiquement. Ça veut dire qu'il était déjà envisagé de remplacer même un des soutiens fondamentaux de juifs aux États-Unis, a déclaré clairement qu'il fallait que Benjamin s'en aille. Que c'est une réalité. Il constitue un danger pour le peuple israélien aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi des répercussions en Israël, et sérieusement. Il y a aussi des répercussions, comme vous l'avez dit, pour des pays africains qui vont se dire, mais attendez, le monde a vraiment changé, le monde est devenu multipolaire. Et donc, pour pouvoir se positionner, je vois venir l'Égypte, je vois venir surtout l'Afrique du Sud, qui a montré qu'on pouvait mettre au moins, même si c'est symbolique, une pression juridique, judiciaire sur Netanyahou avec ce que l'Afrique du Sud a fait à la Cour pénale internationale, même si cette Cour, beaucoup sont en train de quitter, beaucoup vont quitter cette Cour. C'est pourquoi il dit, toutes les structures aujourd'hui, Trump a quitté l'OMS,
Si les États-Unis qui le baissent, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Comme Trump est en train de quitter beaucoup d'organismes. Et là, vous avez vu le jeu qu'il a joué, bien sûr, avec l'OTAN, en mettant les pays européens sous pression. Désormais, ils vont pouvoir, par rapport à leur quote-part financière, à l'OTAN, 5% de leur PIB. C'est des dizaines de milliards d'euros. Ils ne peuvent pas passer à l'heure où je vous parle, ces pays sont en train d'entrer en récession. Les pays européens, l'Allemagne, la France, bientôt seront déclarés officiellement, même peut-être mis sous tutelle du FMI, de la Banque mondiale. Ah oui. Et donc, il ne peut pas trouver ce financement. Trump le sait très bien. Alors si ça arrive, il va dire, bon voilà, moi je ne peux pas continuer à prendre l'argent du continent américain pour vous protéger, débrouillez-vous pour vous protéger, et l'OTAN aussi est appelé. D'ailleurs, l'OTAN devait disparaître depuis 1990, après la chute du mur de Berlin, après la dissolution du pacte de Varsovie. L'OTAN n'avait plus droit d'existence. Et c'est cet OTAN qui a occasionné les dégâts que vous avez cités tout à l'heure, Yougoslavie, la Libye, l'Ukraine aujourd'hui. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Ils ne respectent plus les engagements. Il y a des répercussions internes aux États-Unis. Pourquoi? Parce que Trump a trahi sa base. Trump a trahi sa base. Aujourd'hui, après un sondage hier que j'ai lu hier, les 2 tiers des Américains sont contre cette guerre-là. Les 2 tiers des Américains sont contre que les États-Unis soutiennent l'Israël à continuer à faire ce qu'elle fait. Ah oui. Et cette base de Trump, c'est quoi? C'est que je ne ferai plus la guerre. Je mettrai fin à cette guerre. C'est ce qu'il a promis. Oui. Et donc, il a des difficultés à sauvegarder cette base parce que 4 ans, ça vit très vite. C'est vrai. Vous comprenez? Donc, il y a des répercussions là, parce que là, Trump était connu lors de son mandat comme quelqu'un qui respecte toujours ce qu'il a promis de faire. Là, on constate qu'il n'a pas respecté, mais c'est vrai que, techniquement, il était sous pression, il n'avait pas le choix, il était même nerveux. Après, même les attaques, lors de sa conférence de presse, ça, c'est pas Trump, c'est une personne narcissique, un peu narcissique. On ne voyait pas Trump se réjouir tellement d'une victoire qu'il aurait souhaité. Il aurait souhaité plutôt une région de paix. Et j'espère qu'il trouvera les ressources nécessaires pour renouer avec sa base, pour renouer avec surtout sa base spirituelle, ce pourquoi il est arrivé. Puis si vous vous souvenez, il a dit, Dieu m'a envoyé pour sauver les États-Unis. Tout à fait. Et les États-Unis avaient des difficultés économiques déjà, sérieusement. Si ça continuait, cette politique de l'État profond américain, les démocrates continuaient, je crois que les États-Unis allaient tout à fait, parce que le monde évolue, et la Chine évolue, surtout l'Inde vient à grands pas, et beaucoup d'autres pays africains sont en train d'arriver. Et je pense que lorsque les grands sont affaiblis, c'est en ce moment que les Africains doivent se positionner pour dire, nous avons notre mot à dire. Nous avons le boulevard. Absolument. Quelles sont les répercussions sur les relations internationales? Oui, les relations internationales sont terminées. Tout est, il y a du gaz dans l'eau. Ah oui? Ah oui, dans les relations internationales. Mais comment vous pouvez accepter, permettre ce que l'Israël a fait? C'est en violation flagrante des droits internationaux. Ce n'est pas possible. En dehors de ça, ne se fait pas. Vous ne pouvez pas aller attaquer un pays. D'abord, quel est ce principe qui retire le droit à l'Iran de posséder l'arme nucléaire? Ce n'est pas possible. Vous insistez. Vous constatez, écrivez. D'autres pays vont commencer par avoir l'envie maintenant. Parce que c'est une arme dissuasive. Pourquoi ils ne vont pas attaquer la Corée du Nord? Mais ils n'ont qu'à aller attaquer la Corée du Nord. Mais ils n'ont qu'à aller. Pourquoi depuis tous les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis, ne veulent pas envoyer des soldats, ne veulent pas engager un combat terrestre face à la Russie? Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Mais ils n'ont qu'à aller attaquer. Est-ce que l'Iran est plus dangereux que la Corée du Nord? Qu'ils aillent attaquer la Corée du Nord, ils ne peuvent pas. Voilà la réalité. Donc les relations internationales sont changées. Tout sera remodelé. Tout sera. C'est un nouveau schéma parce que ça vient. On n'avait pas fini de régler la crise ukrainienne quand ceci arrive. Vous allez constater qu'on a oublié un peu ce qui se passe. Oui, on a oublié un peu. Oui, on a oublié un peu ce qui se passe en Ukraine et la Russie se déroule la roue libre. La Russie avance chaque jour. La Russie avance. Et cette guerre, elle a gagné, elle a gagné. Il n'y a rien à faire. Et Trump a même dit que Poutine était trop gentil avec l'Ukraine. Voilà la réalité. Et parlant
perspectives, quelles sont alors les perspectives et les leviers pour une paix définitive dans cette partie du monde assujettie à l'un des conflits les plus longs, on peut le dire, de l'histoire contemporaine du monde? Oui, c'est une guerre sempiternelle, comme le dit Donald Trump aussi. Et je crois que les puissances internationales vont devoir agir pour que rapidement il y ait un État palestinien. Et il y aura un État palestinien. Il y aura un État palestinien. Pourquoi? Je vous ai parlé tout à l'heure de la spiritualisation de notre planète, c'est inévitable. Ça ne dépend pas de nous, puisque le monde, nous l'avons vu ainsi. Nous avons vu la Terre ainsi. On y est apparu ainsi. Oui. Donc c'est une création qui ne dépend pas de nous. Et donc, en ce qui concerne cette transmutation planétaire, il y a des forces en activité. Il y a des forces cosmiques, des forces spirituelles, des énergies qui circulent. Et ces énergies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces dirigeants-là l'ont aperçu, ils savent qu'ils perdent leur pouvoir. Et donc, il faut créer la guerre. Ils ont envie d'une troisième guerre mondiale, mais elle n'aura pas lieu. Pas du tout, elle n'aura pas lieu. Et même si elle avait lieu, le seul continent qui allait s'en sortir, c'est l'Afrique. Parce que c'est l'heure africaine, elle est irréversible. Et il n'y a rien à faire pour changer. Je vais vous rappeler qu'au 19e siècle, il était apparu un homme noir, un Congolais, Simon Kimbangu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, un prophète noir, qui avait dit que le moment viendra et que l'homme blanc se soumettra à l'homme noir. Il a été loin. Il dit, nous allons les recoloniser avec leur propre Bible. Je crois que ce moment est en train d'être arrivé. Ah oui? Et je discute, en 2022, j'ai fait une tournée européenne avec mon groupe, des amis européens. Et nous avons débattu de ces questions. On a rencontré certains dirigeants à divers niveaux dans le monde, ceux qui ont accepté bien nous écouter pour les informer de ce changement qui arrive depuis 2017. Ah bon? Nous y sommes. On les avait prévenus de ce qui allait arriver. En Ukraine. Vous y avez consacré une tournée, dites-vous? Bien sûr, bien sûr. Et parce que lorsque vous provoquez quelqu'un, il est oublié de réagir. Depuis, si les États-Unis avaient respecté leurs promesses faites à Gorbatchev, ce qui est arrivé en Ukraine ne serait pas arrivé. Si l'Israël respectait la charte des Nations Unies, respectait les résolutions, et que l'État profond américain ne fait pas ce qu'il fait en soutenant, quoi qu'il arrive, l'Israël, je crois qu'il y aurait déjà un État palestinien. C'est vrai que les 22 autres pays arabes en sont pour quelque chose, et surtout l'Égypte, gravement pour quelque chose, parce que personne ne veut voir l'Iran se développer. C'est ça la réalité, en fait, parce qu'il y a aussi un couac religieux. L'Iran est chiite. Chiite veut dire qu'ils n'ont pas, qu'ils ne reconnaissent que Mahomet et après les descendants directs du prophète Mahomet. Ça pose un problème. Quand on passait la corde au cou à Saddam Hussein, il a dit une phrase mythique. Il dit au peuple d'Irak, ce ne sont pas les États-Unis vos ennemis. Votre ennemi principal, c'est le chiisme, c'est l'Iran. C'est quand même assez fort à ce niveau, vous comprenez. Donc c'est ce conflit religieux, ce schisme religieux entre ces nations qui font aujourd'hui qu'il ne peut pas faire bloc et permettre à la Palestine de se constituer en État. Sinon, cela serait déjà arrivé depuis. Alors, aujourd'hui, on veut parler de répercussions. Il y aura un nouvel ordre que déjà, suivez bien ces grands dirigeants, Poutine avait annoncé en 2022. Ce nouvel ordre a continué. Trump, les États-Unis qui étaient une résistance, ont fini par rentrer dans le camp, même si aujourd'hui encore Trump se débat encore comme un beau diable dans de l'eau bénite. Je pense qu'il a quand même la chance aujourd'hui de se rattraper s'il le fait. S'il ne se rattrape pas, je crois que les soutiens spirituels vont le lâcher et peut-être que l'État profond finira par l'avoir. Donc je vous dis aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, un dirigeant qui ne va plus respecter son peuple, qui ne fera plus les désidératas de son peuple, je crois que ce dirigeant a très peu de chances pour réussir aujourd'hui
dans le monde. Ça sera ainsi partout parce que les peuples ont trop souffert. Et regardez ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu les civils iraniens font la guerre contre les civils israéliens? Pas du tout. Pas du tout. Les civils israéliens font la guerre contre les civils palestiniens? Pas du tout. C'est les politiques. Ce sont eux qui nous amènent la guerre. Toujours eux qui nous amènent la guerre. Et ils envoient nos enfants, soldats, à la mort inutile. Ça ne donne rien. Cette guerre qui a eu lieu, et c'est là où j'ai aimé votre question, qui a gagné cette guerre? Personne. C'est une guerre pour rien du tout, inutile. Puisque l'Iran n'avait pas cette capacité de nuisance nucléaire. Et qu'on a fait cette guerre pour tuer des innocents, des civils, des enfants, pour rien du tout, de part et d'autre. Ça ne peut pas continuer, il faut que ça s'arrête. Même si je sais que, comme je l'ai dit, ils ont besoin de sang, mais je crois qu'il y a cette force-là, du Christ qui arrive aujourd'hui pour mettre fin à ces choses-là. Et pour finir, je vous dis, aujourd'hui, puisque le monde n'est pas ouvert, vous êtes africain, vous savez que le monde n'est pas ouvert. Il y a un couvercle. Tout à fait. Et donc la hiérarchie spirituelle a décidé de se manifester. C'est ça. Absolument. Je vous dis, la hiérarchie spirituelle planétaire a décidé de se manifester. Et donc les bastions de résistance comme la politique, les médias, ainsi de suite, tout sera chamboulé et nous sommes en train de rentrer réellement dans un nouveau paradigme. Quel sera alors votre mot de la fin pour clôturer cette émission, Monsieur Guérin? Le mot de la fin, c'est qu'il faut promouvoir, il faut travailler à la paix durable, la paix réelle, la paix non hypocrite, la paix sincère dans le monde entre les peuples pour que ce vivre ensemble, ces échanges commerciaux qui existaient entre les nations, entre les civilisations, puissent reprendre et que chaque peuple, chaque civilisation, chaque nation, chaque cité puisse retrouver ses bases, ses racines, ses sources pour bien vivre, pour que nous ayons un monde où le mal n'existerait plus. Vous êtes Emel Guérin, vous êtes journaliste politique, vous êtes consultant en gestion des crises et géostratégie. Vous avez accepté venir répondre à nos questions sur cet entretien spécial consacré à la guerre Israël-Iran pour nous parler des répercussions sur le monde. Monsieur Guérin, merci d'être venu. Merci à vous aussi de m'avoir invité. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cet entretien de 52 minutes. Oui, j'espère que vous en avez entendu et que vous en avez appris également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez surtout en notre compagnie pour la suite de nos programmes ce week-end avec nos émissions, vous le savez, mais également d'autres divertissements qui viendront meubler votre solitude si vous êtes solitaire. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.